professeurs, chercheurs marocains ont été conviés à une conférence débat organisée par les passionnés des sciences de la Terre, de l'énergie et de l'environnement du prestigieux lycée français international Le Détroit à Tanger, au Maroc. Dr El Mamoun Siflibi, diplômé de Harvard University aux États-Unis, est acteur important dans le monde de la physico-chimie. Dr Ismaël Yaznati, diplômé de l'Université de Tokyo et chercheur de renommée dans le monde de l'astronomie. Nos deux professeurs discutent à présent les principaux points à débattre, les sujets à soulever et les éventuelles démonstrations lors de leur conférence qui sera médiatisée à l'échelle internationale. Comme vous le savez, chers confrères, la matière est ce qui compose chaque chose dans l'univers. Elle occupe de l'espace et possède une masse. Oh que oui, docteur. La matière est très diverse. Elle est à la fois vivante ou inerte, naturelle ou fabriquée. Docteur, votre intervention devrait surtout permettre aux élèves d'appréhender la différence entre la matière naturelle, qui n'a pas été fabriquée grâce à l'intervention de l'être humain, et celle qui a été fabriquée grâce à l'intervention d'un être humain. Il est beau à savoir que la matière est ce qui compose l'air, les liquides ou les solides. Elle peut être d'origine minérale et donc issue du monde vivant, comme le sable, les pierres ou les métaux. Elle peut aussi être organique, qui, à l'inverse, est issue du monde vivant, comme le bois, le cuir ou la laine. Mais nuance, docteur! La matière n'est pas le matériau. Nos jeunes étudiants devraient faire la différence entre les deux. Un matériau est toute matière utilisée pour réaliser un objet. Je m'explique. Prenons la laine, par exemple, qui est une matière organique. Si l'on tricote avec, elle devient un matériau. À mon avis, docteur, il faut commencer par le dénombrement des types de la matière. Premièrement, les métaux, qui sont généralement durs, opaques et brillants, et laissent bien passer l'électricité et la chaleur. Et on les trouve dans des roches sur la Terre. Par exemple, il y a le cuivre, l'aluminium, le fer, etc. Puis, il y a les plastiques, qui ont de nombreuses propriétés différentes et sont pour la plupart fabriqués par l'homme à partir du pétrole. Ils sont durs ou mous, opaques ou transparents, élastiques ou non. Je cite également les verres qui sont fabriqués par l'homme à partir de silice dur, cassant et transparent, comme la céramique, la porcelaine et le cristal. Pareillement, il y a la matière organique qui est issue des êtres vivants, comme le bois, le papier, les os, le lait et le cuir. Et enfin, il y a la matière minérale qui est issue du monde non vivant, comme le sable, le quartz, l'argile, l'air et l'eau. Docteur Ismaël, je pense qu'il est nécessaire d'énumérer les familles de matériaux pour qu'il n'y ait point de confusion. Suivant leur origine, on trouve deux grandes familles et 4 familles différentes, mais aussi des sous-familles. Tout d'abord, les matières organiques sont issues de la nature et sont la plupart du temps modifiées pour être utilisées. Elles sont soit végétales, comme le papier et le bois, soit animales, comme le cuir et la laine. Effectivement, docteur Mamoun, de la même famille, on trouve les plastiques, dont l'origine est organique synthétique, et qui sont issus de la transformation du pétrole. Les céramiques et les métaux sont, quant à eux, d'origine minérale, c'est-à-dire extraits de la terre. Notez bien, Mamoun, que dans les céramiques, si l'on additionne du sable à du quartz, on obtient du cristal et du verre. Néanmoins, si on remplace le sable par de l'argile, on obtiendra alors de la faïence et de la porcelaine. Vous avez parlé du mélange de deux matières. C'est ce que l'on appelle un alliage. Et dans les métaux, il y a les ferreux, le fer, et les non-ferreux, comme l'aluminium, le zinc, le plomb, l'étain ou encore le cuivre. Quelque chose à ne pas négliger, mon ami. Si une matière est inerte, c'est-à-dire qu'elle est sans voie propre et sans activité. Et si elle est vivante, donc elle est active et réactive. Parfaitement, docteur. Et si on voyait la matière à grande échelle, on a bien dit qu'elle était présente partout dans l'univers. Tout à fait, docteur. La Terre, par exemple, est constituée essentiellement de minéraux et de métaux.
Et Jupiter, quant à elle, est constituée de gaz en surface. La caractéristique commune chez les élèves est la curiosité. Ils voudront sûrement en savoir davantage. Et comment? Ça me rappelle les merveilleuses années sur les bancs de l'école. Nous devons prévoir une étude comparative entre la Terre et Jupiter. Bonne idée, docteur. Les planètes telluriques, en l'occurrence la Terre, Mars, Vénus et Mercure, sont constituées de matière assez lourde, avec une croûte de roche solide qui enveloppe un manteau de roches pâteuses et en noyau métallique, quoiqu'elles sont petites. Tandis que Jupiter et Saturne, à titre d'exemple, sont des planètes géantes, voire les plus grosses de notre système solaire, sont constituées de noyaux, d'hydrogène liquide visqueux, d'hydrogène liquide et de gaz en surface. On conclut alors que même à grande échelle, les types et les états de matière sont très divers. Mais la masse des planètes est très grande par rapport à la masse d'un échantillon de masse de la vie courante. Est-ce qu'ils vont préciser s'ils mettront à notre disposition un laboratoire? Nous sommes des chercheurs, pas des théoriciens. Je suis du même avis, mais les élèves ont tellement soif d'apprendre qu'ils seront prêts à nous suivre partout pour faire ce beau voyage scientifique. Je vous dis ça, docteur, parce que pour expliquer les changements d'état de la matière et les propriétés des états de l'eau, il serait mieux de le faire en labo pour impliquer davantage les élèves et sortir du cadre classique des conférences monotones. ce que notre jeune audience devrait retenir, c'est que les trois états sous lesquels la matière existe sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Oui, docteur, ils doivent constater que c'est exactement le cycle accompli par l'eau. Cette énergie précieuse et omniprésente sur la Terre et sans laquelle la vie ne pourrait exister. Excellent rappel, docteur. C'est ici que l'on parlera du passage de l'état solide à l'état liquide, appelé la fusion. Ou à l'inverse, de l'état liquide à l'état solide, la solidification. De l'état liquide à l'état gazeux, la vaporisation. Et enfin, de l'état gazeux à l'état liquide, la liquéfaction. On est bien d'accord, docteur, que quand un liquide est dans un récipient, il est en contact avec les parois de ce dernier et avec l'air. La surface du liquide qui est en contact avec l'air est ce que l'on appelle la surface libre. Et dans un récipient immobile, la dite surface est toujours pleine et horizontale, quelle que soit l'inclinaison du récipient. Précision. Un liquide a un volume propre, mais pas de forme propre, car il prend la forme du récipient. Un solide, par contre, garde sa forme et garde son volume. On dit donc qu'il a un volume propre et une forme propre. Le gaz, quant à lui, n'a ni forme propre ni volume propre. Regardez par vous-même, docteur. L'air est compressible. Il prend tout l'espace disponible. Mais docteur, cela ne s'applique que sur les corps purs, qui ne contiennent qu'une seule espèce chimique, comme l'eau, et non sur les mélanges. En effet, le corps pur conserve la masse et le volume varie lors du changement d'état. Quelle introduction magistrale à notre débat suivant, les caractéristiques de la matière. Je vous en prie, docteur. Nous avons appris autrefois lors de nos premiers cours de SVT que ce n'est pas le contenu à lui seul qui accroche, mais aussi et surtout la manière de le transmettre aux élèves. Tout à fait, docteur. C'est pour cela que je propose de donner une vue d'ensemble sur les caractéristiques de la matière, pour permettre aux élèves de suivre pas à pas nos explications. Très bien vu. Pour caractériser un échantillon de matière, il faut étudier 4 grandes propriétés. La masse et le volume, la densité, la conductivité thermique et électrique, et enfin, la miscibilité et la solubilité. Effectivement, chaque propriété peut être mesurée ou évaluée par une expérience précise. Nous avons eu l'occasion, à travers les expériences réalisées durant nos stages et nos études, de définir un échantillon de masse suivant ses réactions face au test. Certainement, nous avons vu que la masse est liée à la quantité de matière dans l'échantillon et que le volume d'un corps dépend de l'espace qu'il occupe. Et que la densité est le rapport entre la masse d'un certain volume d'un corps et celle du même volume d'eau. Elle n'a pas d'unité. Si elle est inférieure à 1, le matériau flotte. Et s'il est supérieur à 1, le matériau coule. Puis on passe à la conductivité, ou l'aptitude d'un matériau à conduire le courant électrique ou la chaleur. S'il traverse facilement la matière,
Cette dernière est conductrice thermique ou électrique. Sinon, la matière est alors isolante. La dernière propriété est la miscibilité et la solubilité qui permettent de différencier deux échantillons de matière. La miscibilité pour les liquides et la solubilité pour les solides. Notre jeune public verra que l'huile est non miscible. L'eau et l'huile forment un mélange hétérogène. Et le sel, quant à lui, est soluble dans l'eau. On obtient donc une solution aqueuse. Le sel alors est le soluté et l'eau est le solvant. Par contre, il ne faut pas que la masse du sel dépasse 72 grammes, sinon la solution sera saturée en sel. La farine, quant à elle, est insoluble parce que même après agitation, elle est toujours visible à l'œil nu. Et le vinaigre est miscible parce qu'il n'est plus visible à l'œil nu après l'avoir mélangé avec l'eau. Donc, l'eau et le vinaigre forment un mélange homogène. Exactement, docteur. À noter que le mélange homogène ne contient qu'une seule phase, alors que celui hétérogène inclut au moins deux phases. Bien sûr, docteur. Si l'on avait accès au laboratoire, nous pourrions montrer aux jeunes scientifiques les différentes formes de séparation d'un mélange. Commençons par la décantation, qui permet de séparer les constituants d'un mélange hétérogène, en passant par la filtration et donc l'obtention d'un mélange homogène à partir d'un autre hétérogène. À la distillation et l'évaporation qui permettent de séparer deux substances d'un mélange homogène. Pour conclure notre intervention, je propose qu'on sensibilise les élèves aux dangers que présentent certains mélanges. Tout à fait d'accord, surtout pour les produits ménagers. Ils contiennent des substances chimiques qui peuvent être extrêmement graves, aussi bien pour la santé que pour l'environnement. Nos jeunes auditeurs doivent savoir que le mélange de plusieurs produits chimiques peut amener à une transformation chimique. Inévitablement, si les espèces chimiques réagissent entre elles et disparaissent pour former d'autres espèces chimiques. Justement, il ne faut jamais mélanger plusieurs produits ménagers entre eux. Docteur Ismaël Yaznati, Docteur Ellen Moussefli, Avions le plaisir de vous embarquer à bord de ce superbe voyage scientifique sur le thème de la matière et des mélanges. Nous remercions notre professeur Dr Charles Nadia pour son suivi